miracle de l'atome. Dans cet audio, nous allons étudier le plus petit élément constitutif de l'univers, l'atome. L'atome, qui apparaît parfois comme le titre d'un sujet plutôt ennuyeux dans les manuels scolaires, contient en fait des vérités très importantes et nous fournit une preuve importante de l'existence de Dieu. Les atomes sont partout. Tout ce que nous appelons matière, c'est-à-dire notre corps, notre chambre, notre maison, est constitué d'atomes. La raison pour laquelle nous sommes capables de percevoir les atomes qui nous entourent comme de la matière est que les électrons dans les orbites des atomes entrent en collision avec les photons et que les atomes s'attirent ou se repoussent les uns les autres. Vous ne touchez même pas la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment. En fait, les atomes de votre corps repoussent ceux de vos vêtements et de la chaise, et la sensation de toucher est proportionnelle à la force de cette répulsion. Nous ne pouvons jamais toucher la matière que nous tenons dans notre main. Si nous la touchions, nous entrerions dans une réaction chimique. Cela signifierait bien sûr qu'il n'y aurait pas de vie. Chacun des billions d'atomes qui composent votre corps est rempli d'électrons qui tournent à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a des atomes qui tournent à une vitesse étonnante et qui ne perdent jamais leur équilibre, ne se cassent jamais et ne se fragmentent jamais dans chaque partie de votre corps. Comment cet équilibre est-il apparu ? Tout a commencé par une énorme explosion connue sous le nom de Big Bang. L'odeur de la Terre, le bleu éclatant du ciel, tout était concentré en un seul point de densité et de température infinie. Les scientifiques estiment que ce moment a eu lieu il y a environ 15 milliards d'années. Ce moment a marqué le début du processus au cours duquel l'atome, l'élément constitutif de la matière, et les particules subatomiques se sont formés dans le sillage de l'explosion et se sont combinés entre eux. Les éléments constitutifs de tous les systèmes qui allaient constituer la vie, calculés jusque dans les moindres détails, ont commencé à se former à partir de ce premier instant, selon un plan précis. La structure de l'atome est décrite en détail dans les livres de chimie et de physique, mais un point important est toujours passé sous silence. Comment un système basé sur des équilibres aussi sensibles et d'un volume aussi minuscule a-t-il pu voir le jour ? Pourquoi les protons et les neutrons se sont-ils assemblés dans le sillage du Big Bang ? Et pourquoi les électrons ont-ils commencé à tourner autour d'eux ? Comment se fait-il que cet incroyable phénomène se soit répété partout dans l'univers et qu'un nombre presque infini de ces structures sans faille que sont les atomes ait vu le jour ? Toutes ces questions sur l'origine de l'atome nous conduisent à une seule conclusion. Dieu crée l'univers tout entier. Les scientifiques appellent cette création extraordinaire de l'univers le réglage fin. Cela révèle l'existence d'un créateur qui régit l'ensemble de l'univers. Ce créateur est le Dieu tout-puissant, le Seigneur des mondes. Il est à l'origine des cieux et de la terre. Lorsqu'il décide d'une chose, il lui dit simplement « Sois » et elle est. Coran, chapitre 2, verset 117. La structure de l'atome. Les atomes sont des particules si minuscules qu'il est impossible de les observer, même avec les microscopes les plus puissants. Le diamètre d'un atome n'est que de l'ordre d'un millionième de millimètre. Voyons cela à l'aide d'un exemple. Si l'on dit par exemple que l'on veut voir les atomes de cette clé, il faudrait agrandir cette clé jusqu'à la taille de la Terre. Chaque atome à l'intérieur de la clé agrandi à ce point ne serait pas plus grand qu'une cerise. Quel est donc le contenu d'une structure aussi minuscule que celle-ci ? Examinons ensemble cette structure complexe et sans faille qu'est l'atome. Chaque atome se compose d'un noyau et d'électrons qui tournent en orbite loin du noyau. Il existe d'autres particules à l'intérieur du noyau, appelées protons et neutrons. Jusqu'à récemment, on pensait qu'il s'agissait des plus petits composants de l'atome. À la lumière des dernières découvertes scientifiques, on a toutefois découvert que les protons et les neutrons étaient les plus petits composants de l'atome. Cependant, on a découvert que les protons sont constitués de particules beaucoup plus petites qu'eux, appelées quarks. L'énergie stockée dans le noyau. Le noyau est situé au centre de l'atome et est constitué d'un certain nombre de protons et de neutrons en fonction des propriétés de l'atome. Le volume du noyau est égal à un 10 milliardième du volume de l'atome. Il est bien sûr impossible de concevoir une telle taille. Poursuivons donc avec l'exemple de la cerise. Si nous agrandissons une clé à la taille de la Terre, chaque atome à l'intérieur de la clé aura la taille d'une cerise. Si nous voulons voir le noyau de l'un de ces atomes, nous devons à nouveau changer d'échelle.
La cerise représentant notre atome doit devenir une grosse boule de 200 mètres de diamètre. Même à cette échelle incroyable, le noyau de notre atome ne deviendrait pas plus gros qu'un minuscule grain de poussière. Pourtant, il y a une chose encore plus surprenante, bien que sa taille soit d'un 10 milliardième de la taille d'un atome, la masse du noyau représente 99,95% de la masse de l'atome. Comment se fait-il qu'un élément constitue la quasi-totalité d'une masse donnée tout en n'occupant pratiquement pas d'espace? La densité constituant la masse de l'atome n'a pas été répartie de manière égale sur celui-ci. En d'autres termes, la quasi-totalité de la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. L'espace dans l'atome. Les figures prouvent qu'une grande partie de l'atome est constituée d'espace vide. Dans sa forme la plus simple, l'atome est constitué d'un noyau au centre et d'électrons qui tournent autour de lui. Il n'y a rien entre le noyau et les électrons. Cette distance microscopique dans laquelle rien n'existe est en fait très grande à l'échelle atomique. Essayons de concevoir ces dimensions en utilisant une analogie. Il y a un grand espace entre les particules élémentaires. Si je considère le proton d'un noyau d'oxygène comme la tête d'une épingle posée sur la table devant moi, l'électron qui tourne autour de lui dessine un cercle passant par la Hollande, l'Allemagne et l'Espagne. À l'intérieur du noyau, protons et neutrons. Les protons et les neutrons à l'intérieur du noyau de l'atome constituent 99,95% de la masse de l'atome et sont à l'origine de la variété des éléments sur Terre. Il existe 109 éléments sur Terre. Certains de ces éléments nous sont très familiers, comme l'oxygène, l'hydrogène, l'or et le cuivre. Puisque tous les atomes qui constituent les éléments sont composés des mêmes particules, qu'est-ce qui différencie les éléments les uns des autres? C'est ici qu'apparaît l'importance du nombre de protons à l'intérieur du noyau. Ce qui différencie les éléments, c'est le nombre de protons dans leurs atomes. Par exemple, il y a un proton dans l'atome d'hydrogène, l'élément le plus léger, 8 dans l'oxygène et 79 dans l'or. C'est uniquement cette différence dans le nombre de protons qui différencie l'or du fer et le fer de l'oxygène. L'autre aspect de l'atome, les électrons. Les électrons sont des particules qui tournent autour du noyau de l'atome. Cette rotation s'effectue sans cesse et dans un ordre parfait sur des trajectoires que l'on appelle orbites. Pour comparer la taille des électrons à celle de la Terre, si l'on agrandit un atome de la taille de la Terre, l'électron aura la taille d'une pomme. Des dizaines d'électrons dans un espace bien trop petit pour être vu même au microscope le plus puissant tournent autour du noyau dans différentes orbites à la vitesse incroyable de 1000 km par seconde. Cette vitesse équivaut à pouvoir aller de Paris à Milan en l'espace d'une seconde. Les 4 forces de l'univers. Il existe certaines forces qui maintiennent l'atome, dont nous avons décrit ensemble la structure fascinante. Pour comprendre cela, examinons le centre de l'atome, le noyau. Si l'on considère le noyau d'un atome de carbone, par exemple, le poids atomique d'un atome de carbone est de 6. Cela signifie qu'il y a 6 protons dans le noyau. Cependant, il y a un point intéressant ici, tous les protons portent une charge électrique positive et les particules ayant la même charge se repoussent les unes les autres. Comment se fait-il alors que des protons qui devraient se repousser restent ensemble? Face à cette question, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il existait une force liant les protons entre eux et l'ont baptisée force nucléaire forte. Cette force nucléaire forte est l'une des 3 forces fondamentales qui agissent dans l'atome. La deuxième est la force nucléaire faible qui affecte les neutrons en même temps que les protons. La troisième est la force électromagnétique, qui maintient les électrons en orbite autour du noyau de l'atome. Les électrons portent une charge négative et sont attirés par la force électromagnétique vers le noyau chargé positivement. La force centrifuge qu'ils acquièrent en tournant équilibre la force électromagnétique et ils restent ainsi en orbite. Outre ces 3 forces fondamentales, il existe une autre force qui agit sur l'atome dans l'ensemble de l'univers. Il s'agit de la force gravitationnelle. Les informations que nous avons vues jusqu'à présent peuvent être trouvées dans n'importe quel livre de physique. Cependant, il y a un fait important qui n'est généralement jamais mentionné. Les forces de ces 4 forces fondamentales dans l'univers sont très différentes et cette différence dépend d'un équilibre très sensible. La force nucléaire forte, par exemple, est quelques milliards de fois supérieure à la force de gravitation.
Il existe une différence de plus d'1 million de fois entre la force nucléaire forte et la force électromagnétique. Que se passerait-il si ces différences étaient légèrement différentes? Par exemple, si la force nucléaire forte et les atomes qui composent votre corps en ce moment étaient légèrement plus faibles, votre corps se fragmenterait instantanément. Il suffirait d'une variation de 1 sur 1000 pour que cela se produise. Pourtant, grâce à l'équilibre délicat des 4 forces fondamentales, les atomes qui composent votre corps et le reste de la matière restent toujours stables. Cette sensibilité des niveaux des 4 forces fondamentales a étonné les scientifiques. L'un d'entre eux, le célèbre physicien Paul Davies, a fait le commentaire suivant. Si la nature avait opté pour un ensemble de nombres légèrement différents, le monde serait très différent. Nous ne serions probablement pas là pour le voir. Lorsque l'on étudie la cosmologie, l'incrédulité monte. Les découvertes récentes sur le cosmos primitif nous obligent à accepter que l'univers en expansion a été mis en place dans son mouvement avec la coopération d'une précision étonnante. Paul Davies, The Accidental Universe, 1982, préface. Un autre aspect frappant de ce fait apparaît lorsque l'on développe les concepts employés. Nous avons vu que les scientifiques désignent les forces physiques de l'univers comme les 4 forces fondamentales. Mais cette définition n'explique pas l'existence de ces forces et pourquoi elles sont si finement équilibrées. Si nous allons au-delà de cette définition, nous constatons que le Dieu Tout-Puissant ordonne l'univers à chaque instant. Cette vérité à laquelle est parvenue la physique moderne n'est en fait rien d'autre que la découverte d'un secret révélé dans le Coran il y a 1400 ans. Dieu tient fermement les cieux et la terre, les empêchant de disparaître. Et s'ils disparaissaient, personne ne pourrait les retenir. Certes, il est le plus indulgent et le plus généreux des pardonneurs. Coran, chapitre 35, verset 4. La deuxième étape sur le chemin de la matière, les molécules. Au début, nous avons dit que l'atome était l'élément constitutif de tout ce que nous voyons autour de nous et nous avons été témoins de la façon dont les équilibres parfaits de l'atome sont maintenus avec une grande sensibilité. Dans cette section, nous allons faire un pas de plus et examiner comment les atomes se combinent pour former des molécules, un autre maillon de cette chaîne de miracles. Les molécules sont les plus petites unités qui déterminent les propriétés chimiques de la matière. Ces petits corps sont constitués de 2 atomes ou plus et parfois de milliers de groupes d'atomes. Les atomes sont maintenus ensemble à l'intérieur des molécules par des liaisons chimiques déterminées par la force d'attraction électromagnétique. L'agencement des molécules dans différentes combinaisons donne lieu à la diversité de la matière que nous voyons autour de nous. La pierre angulaire de la vie, l'atome de carbone. Le carbone est l'élément le plus vital pour les êtres vivants, car tous les organismes vivants sont construits à partir de composés de carbone. Des structures aussi diverses que la membrane cellulaire, l'écorce d'un arbre, la lentille de l'œil et le blanc d'un œuf sont constitués de composés de carbone. Le carbone combiné à l'hydrogène, à l'oxygène et à l'azote dans de nombreuses quantités et dispositions géométriques différentes donne lieu à environ 1,7 million de composés. L'une des propriétés les plus importantes du carbone est sa capacité à former très facilement des chaînes en alignant les atomes de carbone les uns après les autres. Certaines molécules de composés de carbone sont constituées de quelques atomes seulement. D'autres en contiennent des milliers, voire des millions. Aucun autre élément n'est aussi polyvalent que le carbone pour former des molécules d'une telle durabilité et d'une telle stabilité. Le carbone est unique parmi les éléments par le nombre et la variété des composés qu'il peut former. Plus d'un quart de million ont déjà été isolés et décrits, mais cela ne donne qu'une idée très imparfaite de ses pouvoirs, puisqu'il est à la base de toutes les formes de matière vivante. Neville Sidgwick, The Chemical Element and Their Compound, 1950, p. 490. Aujourd'hui, la science n'est toujours pas en mesure de comprendre pleinement la capacité de l'atome de carbone. Dans les laboratoires, de nouveaux composés sont produits chaque jour. Actuellement, il est possible de parler de près de 2 millions de composés. Comme on le sait, l'atome de carbone est capable de former environ 1,7 million de composés, tandis que les autres éléments peuvent former un total de 300 000 composés. Le carbone est extraordinairement capable de former 1,7 million de composés à lui tout seul. En conclusion, les atomes de carbone forment 85% de tous les composés connus.
La question de savoir comment l'atome de carbone est apparu pour la première fois nous conduit à un autre miracle. L'atome de carbone se forme par une série de réactions nucléaires au centre des étoiles géantes. Cependant, ces réactions ont des équilibres physiques si délicats que même le célèbre astronome britannique Fred Hoyle, pourtant matérialiste, qui a découvert ce phénomène, n'a pu s'empêcher de dire qu'un super-intellect était intervenu dans la physique. Dieu a créé l'univers avec une harmonie parfaite. En faisant référence à un super-intellect, Hoyle admet l'existence manifeste de Dieu. Des atomes qui prennent vie. On ne peut absolument pas penser qu'un jour, des morceaux de pierre et de terre inanimés ont donné naissance à un être vivant. C'est pourtant ce que prétendent certains. En d'autres termes, ils soutiennent que les atomes se sont assemblés d'eux-mêmes et ont donné naissance à des êtres vivants en évoluant prétendument. Il est clair que cette affirmation va à l'encontre de la raison, car les atomes n'ont pas de conscience et donc pas la capacité de s'organiser. Par exemple, tout le monde sait qu'un avion ne peut pas naître du mélange d'aluminium, de plastique et d'essence. Un avion n'apparaît que lorsque l'on réunit ces substances de manière consciente et avec un calcul très fin. Par conséquent, l'existence de matières premières telles que l'aluminium, l'acier et le plastique ne suffit pas pour qu'il y ait un avion. Un avion n'apparaît qu'à la suite d'une planification consciente. Les systèmes vivants ne sont pas différents. Une cellule vivante naît de l'assemblage d'atomes inanimés par le biais d'une création très spéciale. Les propriétés de croissance, de reproduction et autres des cellules vivantes sont le résultat d'une création parfaite et non des attributs de leurs molécules. C'est ainsi que Dieu crée des êtres vivants à partir d'atomes inanimés. C'est Dieu qui sépare la graine et le grain. Il fait sortir le vivant de la mort et produit le mort à partir du vivant. Voilà ce qu'est Dieu, alors comment pouvez-vous être pervertis ? Coran, chapitre 6, verset 95. Le pouvoir de l'atome. Le noyau de l'atome renferme une grande puissance. Cette puissance est si grande que la découverte de cette énergie a permis à l'humanité de créer des canaux géants reliant les océans entre eux, de construire des cols de montagne et de créer des climats artificiels. Cette force utilisée dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la médecine est sans aucun doute d'une importance vitale à l'heure actuelle. Le nom de cette magnifique puissance cachée dans le noyau de l'atome est la force nucléaire forte. Cette force est libérée par le processus technique connu sous le nom de fission. En d'autres termes, la fission nucléaire libère une énorme quantité d'énergie au cours de cette réaction. La réaction connue sous le nom de fission est l'éclatement du noyau atomique maintenu ensemble par la force nucléaire forte, la force la plus puissante de l'univers. La principale substance utilisée dans les expériences de réaction de fission est l'uranium. Lors des expériences de fission, les scientifiques ont envoyé un neutron à grande vitesse sur le noyau d'uranium et ont découvert que le noyau commençait à se diviser en ses composants en libérant une certaine quantité d'énergie. Sous l'effet de l'énergie produite, le noyau d'uranium commence à éjecter les composants qu'il contient à grande vitesse et déclenche ainsi une réaction en chaîne. Chaque nouveau noyau scindé se comporte comme le noyau d'uranium initial. C'est ainsi qu'une chaîne de réactions nucléaires se met en place. Un grand nombre de noyaux d'uranium sont divisés en fragments à la suite de ces réactions en chaîne, ce qui libère une énorme quantité d'énergie. Ce sont ces divisions de noyaux qui ont provoqué les catastrophes d'Hiroshima et de Nagasaki, causant la mort de dizaines de milliers de personnes au moment de l'explosion de la bombe atomique larguée sur Hiroshima par les États-Unis en 1945 et, par la suite, la mort d'environ 100 000 personnes. Une autre bombe atomique larguée sur Nagasaki par les États-Unis a causé la mort de 40 000 personnes supplémentaires au moment de la détonation. Si la puissance libérée par les noyaux a causé la mort de nombreuses personnes, elle a également détruit une très grande zone résidentielle et provoqué de nombreux désordres génétiques et physiologiques irréparables chez les habitants restants de cette zone, en raison des radiations libérées, qui affecteront les générations à venir. Comment se fait-il que la Terre, l'atmosphère et tout ce qui est animé ou inanimé, y compris nous-mêmes, soit composé d'atomes ? Cette force incroyable stockée dans l'atome n'est pas libérée par des moyens naturels parce que l'équilibre parfait dans la création de l'atome maintient cette force sous contrôle. La réaction en chaîne qui provoque une explosion nucléaire ne peut être produite que par des moyens artificiels. Conclusion. Tout au long de cet audio, nous avons examiné un grand nombre de phénomènes étonnants et miraculeux.
Nous avons vu qu'un corps constitué d'atomes respire les atomes de l'air, mange les atomes de la nourriture et boit les atomes de l'eau. Ce que nous avons vu n'est rien d'autre que la collision des photons et des électrons dans les atomes de votre œil. Quant à ce que nous percevons par le toucher, il s'agit également des atomes de notre peau qui repoussent les atomes et les objets. La structure de l'atome possède un équilibre et une conception très complexe. Aucune de ces structures n'a donc pu naître par hasard, comme l'admettent les matérialistes qui nient l'existence de Dieu. Le hasard ne donne naissance qu'au chaos, à la corruption, au désordre et à l'erreur. La magnifique harmonie, l'ordre et l'équilibre de l'atome montrent que toute la vie est le produit d'une création consciente et sans faille. Tous les faits scientifiques que nous avons vus jusqu'à présent démolissent la philosophie athée de manière incontestable et prouvent que l'origine de toute chose, animée ou inanimée, n'est pas un hasard aveugle, mais une création. Le créateur de tout ce qui existe est Dieu Tout-Puissant, le Seigneur du monde. Un verset du Coran révèle ce qui suit. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans les navires qui sillonnent les mers au profit des hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, par laquelle il redonne vie à la terre alors qu'elle était morte et y disperse des créatures de toute espèce, dans la direction variable des vents et dans les nuages qui s'interposent entre les cieux et la terre, il y a des signes pour les hommes qui utilisent leur intelligence. Coran, chapitre 2, verset 164.